bonjour, bienvenue à ce second webinaire donc, sur la thématique des addictions. Donc aujourd'hui, avec Camille Raison d'Addiction France, on va traiter plus spécifiquement sur les lieux ressources en addictologie, donc un petit peu dans le prolongement de ce qui a été vu le 9 novembre sur l'introduction sur les conduites addictives. Alors je vous redonne des consignes si vous pouvez effectivement vous nommer en tant que participant. Donc dans la fenêtre participant, indiquez vos prénoms, noms et puis le nom de votre structure. Donc, vous allez pouvoir poser des questions dans le chat au cours de ce webinaire. Et puis, on vous rappelle aussi que cette séquence est enregistrée puis qu'elle sera visible ensuite en replay. Donc, un petit élément supplémentaire aussi. Là, pour ceux qui ont participé la semaine dernière, on vous on vous a envoyé le support et puis on vous avait invité à faire une évaluation. Mais j'avais oublié de rajouter donc, dans la liste des actions à évaluer le webinaire de la semaine dernière. Donc ça y est, c'est fait. Donc n'hésitez pas à retourner après le webinaire sur le formulaire pour donner une évaluation. Et puis de la même façon, en fin de webinaire, on vous enverra aujourd'hui ou d'ici la fin de semaine le support et le formulaire d'évaluation. Je vous laisse la main, Madame Raison, donc pour revenir voilà, suite au webinaire de la semaine dernière. Ok, bonjour à tous. Donc du coup, effectivement, ça fait sens et lien avec ce qu'on a vu la semaine dernière pour ceux qui ont participé. J'imagine, alors je ne sais pas combien il y a de personnes exactement, mais je ne sais pas si il y en a qui n'ont pas vu le webinaire de la semaine dernière. En tout cas, pour ceux qui arrivent et qui ne l'ont pas vu, je vous invite vraiment à aller le voir parce que ça fait vraiment, bah, c'est très complémentaire. Ici, on est un peu sur la suite puisque aujourd'hui, l'idée, ça va être de pouvoir aborder ce que c'est la prévention, la réduction des risques et l'accompagnement en addictologie, parce que ces trois termes-là, en fait, sont la base du fonctionnement et de nos accompagnements. Ensuite, on va pouvoir un peu plus creuser sur le territoire les différents types de structures existants. Et puis, enfin, je vous proposerai une cartographie des structures avec des petits tips sur quand et comment les contacter. Voilà un petit peu de mon côté. Après, ça laissera place à peut-être plus de minutes de questions et d'échanges, je l'espère, parce que la semaine dernière, ça a été très, très court. Mais en tout cas, on va essayer. Et sur ce début de webinaire, on va vous proposer donc un petit quiz sur la prévalence, parce qu'avant de parler de prévention et des structures, je trouvais ça intéressant de vous proposer un peu un panel de ce qu'il peut y avoir sur le territoire des Pays de la Loire, entre autres. Donc effectivement, je vais vous lancer un sondage. Alors, Voilà. normalement, vous devez le voir apparaître. Ouais. Et donc, vous allez pouvoir répondre aux questions. Donc, c'est un vrai-faux. Vous avez une série de questions. Et donc, dans la liste ci-dessous, on vous invite à cocher les affirmations avec lesquelles vous êtes d'accord. Donc, la première question, on est en Pays de la Loire, près de 30% des adultes, donc 18-75 ans, dépassent les repères de consommation À moindre risque. Mm. à moindre risque. Merci, Madame Raison, parce que j'ai pas sur ce qui s'affiche, moi j'ai pas Oui. l'intégralité. Non, non, ben, si vous voulez, je prends la main, il n'y a pas de Oui, problème. Donc oui, allez-y. ce petit quiz, en fait, vous voyez, il permet une introduction et une interaction entre nous. Il permet aussi de vous... En fait, on a fait un peu une sélection, j'ai été aidée de mes collègues pour faire des petites sélections de questions qui puissent être pertinentes dans ce qui est important et intéressant à retenir. Toujours se décaler des représentations. En addicto, on va vraiment travailler sur ça. Et ça fait aussi partie de quand vous orientez quelqu'un. Et du coup, bah, d'avoir des chiffres, ça montre aussi quand même quelque chose d'un peu plus bah, voilà, en accord avec ce qui se passe sur le territoire, en tout cas ce qui est relevé sur ces statistiques. Et donc la première question, elle a bien été nommée, hein, donc voilà. La deuxième, est-ce que les demandeurs d'emploi consomment plus de tabac que les actifs occupés? La troisième, c'est la prévalence d'usage d'alcool, les prévalences, pardon, d'usage d'alcool sont plus élevées chez les actifs que chez les inactifs dans les deux sexes.
C'est en Pays de la Loire que la prévalence du tabagisme quotidien est la plus élevée parmi les 18-75 ans en France et dans les DROM. Le cannabis est la substance psychoactive la plus expérimentée parmi les 11-75 ans. Et enfin, en France, 750 000 joueurs d'argent, de jeux et de hasard, excusez-moi, joueurs de jeux d'argent et de hasard ont un risque de pratique problématique. Voilà, c'est un support qui nous permet d'introduire un peu ce webinaire. Et puis je vous laisse participer. Je vois que ça, c'est encore en mouvement, là, je vois des chiffres qui bougent. Donc, Oui, effectivement. Pour l'instant, il y a 10 personnes qui ont participé. Vous êtes un peu plus d'une vingtaine, donc on vous laisse encore 1 ou 2 minutes oui, pour voilà, répondre aux questions. ne vous inquiétez pas, je ne vous évalue pas. L'idée, c'est vraiment de voir un peu ce que chacun en pense par rapport à ce qui ressort. Ça a l'air de se stabiliser. Ouais, pour l'instant, on a 17 répondants. Ouais, On vous laisse encore 30 secondes pour les derniers ouais. qui voudraient participer. Et puis ensuite, on va afficher les résultats. Ok, bah écoutez, on a 21 répondants. Je mets fin au sondage et puis on va normalement les résultats du sondage vont apparaître. Est-ce que vous les voyez? Non. Je vois juste le pourcentage, un pourcentage, mais je ne sais pas si c'est. Est-ce que Ouais, vous les avez? Si jamais vous les avez, vous pouvez me dire? peut-être nous dire dans le chat si vous les voyez apparaître. Effectivement, oui, c'est bon. D'accord. Alors, normalement, effectivement, moi je peux vous les donner si vous voulez, Madame Raison. Oui, 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 je veux bien. Ouais, donc Ok. sur la première question, Ouais. il y a 19 personnes qui ont répondu oui sur 21, c'est-à-dire 90% des répondants sont d'accord avec l'affirmation sur la consommation d'alcool en Pays de la Loire et les 30% des adultes qui dépassent les repères de consommation. Oui, ben, c'est tout à fait vrai. Effectivement, on est à près de 30%. Dans les Pays de la Loire, sur les 18-75 ans, on est à 27,9% de personnes qui dépassent ces repères de consommation à moindre risque. Ça ne veut pas dire que quand on dépasse le repère qui est pas plus de 2 verres par jour, pas tous les jours, avec, je vous le dis tout en entier, la phrase, c'est 2 jours d'abstinence minimum et 10 verres au total dans la semaine. Alors, c'est très, très précis. C'est pour ça que pas plus de 2 verres par jour et pas tous les jours, c'est souvent le petit raccourci. Si on dépasse cette étape-là, cette phrase, heureusement, ça ne veut pas dire qu'on est dans la dépendance. Par contre, ça veut dire qu'on entame déjà une relation à risque avec l'usage, avec le produit, et qui est l'alcool pour le coup, puisque là, on est vraiment spécifiquement lié à ça sur cette question. Et donc, il y en a donc 27,9%, en gros 28% des adultes dans les Pays de la Loire contre 22% pour la moyenne française, métropolitaine, je précise. Ok, Voilà, le pourcentage le plus élevé, il est vu chez les hommes. 38,2% des hommes dépassent ces repères de recommandation de santé contre 17% pour les femmes dans les Pays de la Loire. Voilà. Ça se retrouve, ces chiffres-là, c'est pareil, hein. C'est un peu plus fort chez les hommes sur la moyenne métropolitaine. Donc c'est très bien, je vois que vous êtes à peu près sur les mêmes axes de réponse, donc c'est très bien. Est-ce qu'on peut passer à la deuxième question? ouais, alors sur la deuxième question, c'est plus partagé. Donc les demandeurs Ah, d'emploi consomment plus de tabac que les actifs occupés. Il y a 9 personnes qui ont dit vrai et puis donc 12 personnes qui ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette affirmation. d'accord. Alors, pour le coup, c'est bel et bien vrai, puisqu'il y a à peu près 1,5 fois de plus, enfin, plus de fumeurs chez les hommes inactifs comparé aux actifs. Chez les femmes, c'est 1,3 fois de plus de femmes inactives comparées aux femmes actives qui fument.
Donc ça, c'est des chiffres de la Mildeca qui sont parus en 2021 et donc qui nous indiquent que finalement, il y a plus de consommateurs euh, qui consomment du tabac chez les demandeurs d'emploi, les inactifs. Ok. Alors sur la troisième affirmation, les prévalences d'usage d'alcool sont plus élevées chez les actifs que chez les inactifs dans les deux sexes. Il y a 2 personnes qui sont d'accord avec cette affirmation et donc 19 qui n'ont pas retenu cette affirmation comme vraie. Ouais, bah, ces 19 personnes ont raison puisque donc c'est faux. Les prévalences d'usage d'alcool, ils sont plus élevés chez les inactifs que chez les actifs, que ce soit dans les deux sexes. Chez l'homme, l'alcool, il va augmenter graduellement lorsque les conditions socio-économiques, on va dire, sont moins favorables et les inactifs, eux, ils ont 2 fois plus d'addiction à l'alcool que les actifs. Voilà, c'est un petit peu la petite truc qui peut contrebalancer et qui on peut se dire, bah oui, mais du coup, les actifs aussi. Oui, c'est vrai, mais ça reste une prévalence plus élevée chez les inactifs. Chez les femmes, c'est pareil, c'est un peu le même système, c'est juste que les pourcentages sont moins élevés toujours. On est toujours sur des chiffres de la MLDK, hein, c'est la cohorte constante, si jamais ça vous intéresse. Ok. Alors la quatrième affirmation, c'est en Pays de la Loire que la prévalence du tabagisme quotidien est la plus élevée parmi les 18-75 ans, donc au regard de France métropolitaine et des DOM, hein, si j'ai bien Oui, retenu. oui. Donc il y a 3 personnes qui sont d'accord avec cette affirmation et 18 qui ne sont pas d'accord. Bah, à nouveau, la majorité l'emporte. Effectivement, c'est faux. La prévalence en 2021 chez les 18-75 ans, elle est plus élevée dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ils sont à 29,1% contre 22,4% dans les Pays de la Loire. La moyenne nationale, elle est à 25,3%. Donc, on est en dessous de cette moyenne. La prévalence du tabagisme la plus faible, elle est constatée en Guyane, avec 9,7%. D'accord. Donc, on est sur le tabac, hein. Il y a plein d'autres usages, mais là, voilà, c'est Ouais. centré sur le tabac. Voilà un Ok. petit peu. Le cannabis est la substance psychoactive la plus expérimentée parmi les 11-75 ans. Alors 18 personnes sont d'accord avec cette affirmation et donc 3 personnes n'ont pas retenu cette affirmation comme vraie. C'est pas vrai. C'est pas la plus expérimentée. Et là, le piège, c'est qu'on banalise un peu trop cette expérimentation, sûrement. Mais c'est l'alcool. Voilà, bah, on est français, on a cette culture-là, et ça reste l'alcool qui amène le plus d'expérimentation. On est à 47 millions d'expérimentateurs au niveau de l'alcool. En deuxième, on retrouve le tabac, et en troisième, le cannabis, qui, je vous l'accorde, reste un chiffre très élevé. C'est-à-dire que oui, dans le podium, il se classe en troisième position, ce qui n'empêche que ça reste des chiffres qui sont quand même particulièrement élevés. On est à 18 millions d'expérimentateurs et c'est en augmentation. Donc, effectivement, on est d'accord là-dessus. En quatrième, on retrouve, donc ça fait alcool, tabac, cannabis. En quatrième, cocaïne. En cinquième, MDMA, ecstasy. Et en sixième, héroïne. Avec un gros palier de différence, une grosse marge de différence, parce que MDMA, exta, on s'arrête à 2 millions d'expérimentateurs. Et héroïne, on redescend directement à 500 000. Donc, il y a quand même une marge à prendre en compte. Voilà. Mais ça reste l'alcool le plus expérimenté. Ouais. Ok. Et donc la dernière question donc sur Oui. les jeux d'argent et de hasard, c'est très partagé puisque 10 personnes ont dit je suis d'accord avec cette affirmation et 11 ne sont pas d'accord. Ouais. Je peux comprendre que ça soit partagé. Déjà, même au sein quand on bosse en addicto, ça reste un sujet qui est très particulier, pour lequel les consensus sont difficiles et pour lequel c'est encore très difficile aussi d'aller consulter. C'est particulier, c'est pas forcément une porte d'entrée évidente pour tout le monde. Et en tout cas, la réponse à cette question, c'était faux. Euh, la France, elle compte 1,3 million de joueurs à risque de pratiques problématiques, dont 300 000 personnes à risque excessif en 2019. Donc, ça reste des chiffres qui ont été publiés en 2022 sur une étude de 2019. Mais on est à beaucoup plus que 750 000. Ça, c'est moi qui a inventé le chiffre. On est à 1,3 million. Donc, voilà, pareil, chiffre en augmentation, puisqu'il y a une facilité
d'accès quand même qui a été mise en place via le numérique finalement sur ces jeux-là et qui sont de plus en plus à portée de main aussi des mineurs. Donc c'est pour ça que probablement il y a des pistes qui nous permettent de voir pourquoi ça augmente. En tout cas. Ok, et ben je vais pouvoir arrêter le Oui. partage sur le quiz et puis on va poursuivre. J'espère en tout cas, voilà, ça vous a permis aussi de participer. L'intérêt, c'est que vous soyez actifs là-dedans. Et puis, ça vous permet aussi d'avoir un autre regard un peu plus, voilà, un peu plus chiffré. Voilà. Et ça nous permet d'introduire tout ça, puisque tout ce qui a, excusez-moi. Tout ce qui amène à avoir ces chiffres-là nous permettent en fait de pouvoir constater aussi sur le terrain, nous, les personnes qui nous sont orientées et nous suivis au quotidien. Je vous propose de passer à la suite. Donc après toutes ces explications, eh bien, on va pouvoir parler un peu plus de la prévention. Parce que malgré tous ces chiffres, heureusement, il y a quand même des choses très positives. Il y a des consommations qui sont en baisse par rapport à il y a quelques années. Je pense au tabac, par exemple, qui est particulièrement moins consommé qu'il y a 20 ans, par exemple. L'alcool, la pratique de consommation, elle est aussi différente. Il est consommé et expérimenté, on va dire, l'expérimentation elle reste aussi élevée, mais par contre, la consommation au quotidien, elle diffère. Elle est un peu menée différemment, on va dire. J'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui. Euh, alors, avant toute chose, la prévention, qu'est-ce que c'est? Puisque c'est la base, il faut prévenir avant de guérir. C'est ce qu'on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Eh bien, oui, c'est la première étape, la prévention primaire, et c'est ce que vous allez être amené à faire quand vous échangez avec vos personnes accompagnées. Vous allez faire de la prévention avec elles pour pouvoir peut-être même les orienter vers du soin. Mais c'est la première étape. Donc, en santé, c'est la construction d'un espace de réflexion et d'action qui permet aux personnes de faire des choix éclairés pour leur bien-être et leur avenir. On leur propose des choix, on n'impose pas. On va proposer un axe différent de voir les choses, on va donner de l'information et dans la bienveillance et le non-jugement qui va permettre à la personne de faire ses propres choix. Mais au moins, on lui en offrira. On ne lui laissera pas comme ça du flou sans rien. Et donc, ça, cette prévention-là, elle vise non pas à empêcher, parce qu'on ne pourra jamais empêcher quelqu'un d'aller vers une expérimentation ou une consommation. Par contre, on va prévenir ces pratiques-là et retarder le plus possible l'entrée dans des consommations ou favoriser la réduction des risques et des dommages liés aux consommations de substances psychoactives. Là, bon, vous vous doutez bien, retarder l'entrée, on vise un peu plus le jeune public. Ce qui n'empêche que pour des adultes aussi, ça peut permettre un retard d'entrer dans des consommations qui pourraient apparaître comme ça, dû à une situation d'insertion particulièrement difficile. Ça peut être le cas. N'oubliez pas que s'il y a des questions, vous n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Je les lirai en même temps. Donc ça, c'est pour la définition. Et donc, l'idée, c'est qu'on va venir renforcer les facteurs de protection. La semaine dernière, je vous expliquais que sur un triangle qu'on avait fait tous ensemble, le triangle d'Olivenstein, on s'apercevait que finalement, le process d'entrée dans un circuit un peu de dépendance ou de consommation nocive, il s'apparentait à plusieurs facteurs, des facteurs environnementaux, des facteurs individuels et des facteurs liés au produit. Eh bien, là, je vous disais dans ce triangle-là que la personne qui avait des vulnérabilités et sur l'individu et sur le contexte et qui avait un produit qui répondait un peu à tout ça, qui venait un peu en force solutionner le côté vulnérable, eh bien, c'était difficile et qu'il fallait renforcer la protection au contraire. Eh bien, c'est ça, c'est faire de la prévention. On va mettre du bouclier un peu partout qui permet de faire des choix éclairés quand il y a une consommation et qui permet ensuite de solutionner différemment un problème, en tout cas de ne pas consommer pour solutionner quelque chose de profond. Pour ça, différentes façons de le faire. On va avoir des approches globales où on n'intervient pas uniquement en projetant sur le mur des fiches produits. Malheureusement, ça ne suffit pas et c'est pas, ça s'est prouvé, voilà, ça ne fonctionne pas. Dans le temps, c'était des pratiques qui étaient utilisées. Il y a encore, c'est encore aujourd'hui le cas pour certains acteurs, mais on s'aperçoit que finalement, ça ne fonctionne pas. En tout cas, ça favoriserait même les expérimentations, notamment chez les jeunes. Donc, on approche de manière globale, on voit l'ensemble des déterminants.
l'environnement, l'individu, etc. On inscrit des actions dans la durée, donc on fait à plusieurs fois, c'est pas simplement sur un premier rendez-vous, ça se fait sur un long terme, et on fait avec la personne. On implique dans les interventions les analyses de besoins et l'évaluation. Si vous faites de la prévention avec quelqu'un, ça peut être très bien vous avez observé ce qui s'est passé. Donc là, on est sur le premier webinaire. Vous avez constaté tout ça, vous en avez parlé avec lui. Vous allez avoir une approche globale. Donc, vous allez pouvoir prévenir des risques potentiels liés avec le produit. Vous allez pouvoir faire de la prévention en lien avec le contexte et l'environnement, si ça ne s'apparente pas très bien au milieu d'insertion qu'il a choisi, la voie qu'il essaye d'emprunter, la voie professionnelle, j'entends par exemple. Et sur l'individu, bah là, on voit bien que ça vous met en difficulté bah voilà, sur votre façon de gérer vos émotions, etc. Vous faites de la prévention sur toutes ces infos-là. Et vous pouvez faire avec lui, par exemple, est-ce que je sais pas, vous lui dites, est-ce que vous savez un peu dans quoi elle s'inscrit cette consommation, ça vous dirait qu'on regarde ensemble un petit peu ce que ça veut dire, bah voilà, qu'est-ce que c'est le tabac, qu'est-ce que c'est le cannabis, faire un test, pourquoi pas, juste qui permette d'orienter. Vous savez qu'il y a des tests, on est en plein dans le mois sans tabac, il y a le test Fagerstrom, j'ai du mal à dire, qui permet en fait de quantifier un petit peu le niveau de troubles liés à l'usage et qui permet de possiblement y voir plus clair sur sa conso. Ça, c'est du faire avec. Je vous invite vraiment à le faire ensemble. Si vous avez 5 minutes, ça suffit. Et enfin, l'éthique. Ne pas utiliser la stigmatisation, la menace, l'injonction ou la culpabilisation. C'est des choses qui peuvent paraître logiques, mais des fois, on ne maîtrise pas. Et quand on veut pour la personne, c'est des fois difficile de faire le pas de côté sur ces stigmatisations ou ces représentations qui peuvent mener justement à de la culpabilisation involontaire des fois, hein. Donc, euh, ça, c'est des principes d'intervention de prévention généraux, d'accord, mais à vous de vous les approprier. Si je vous présente aussi comme ça, c'est parce que il faut savoir que nous, on intervient sous ce format-là. Quand on va dans les écoles, par exemple, on vient absolument pas comme ça une journée et présenter des infoproduits. On va faire des différentes séances. En général, on s'inscrit dans au moins 3 séances où on va accompagner les jeunes sur des informations de produits, sur un travail sur des choix éclairés. Par exemple, comment je me positionne dans un groupe, comment je fais un choix, comment je sais dire non, puisque souvent l'influence, je sais, bah voilà, ça permet des fois d'entrer dans des consommations qu'on ne voudrait pas forcément. Et donc, on va venir renforcer tout ça à travers 3 séances différentes. C'est qu'un exemple, hein, mais du coup, c'est pour vous expliquer un peu comment ça s'inscrit. Ensuite, après la prévention, vient la réduction des risques et des dommages. Celle-là, c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant pour vous, puisque il faut savoir que ça permet de limiter les risques et les dommages sanitaires et sociaux liés à une pratique spécifique, donc une consommation, en mettant à disposition du matériel et ou des conseils adaptés aux pratiques, sans avoir nécessairement comme premier objectif le sevrage et l'abstinence. Donc ça vise et à donner de la responsabilité à l'usager, mais aussi à modifier la capacité et diminuer les risques et les dommages sur leur santé et leur vie sociale. Tout bête, la proposition de préservatifs aux abords des pharmacies, dans des discothèques, c'est de la réduction des risques. On vient pas interdire parce qu'on sait qu'il y aura probablement des rapports sexuels à la suite de ces sorties-là ou autres, en plus sous influence d'un produit potentiellement. Et donc, on prépare la réduction des risques. On vient offrir l'opportunité d'avoir quelque chose qui va réduire le risque de pratique, puisque, voilà, dans les faits, c'est souvent, ça peut arriver, en tout cas, c'est assez régulier. Euh, la réduction des risques, c'est aussi, eh bien, par exemple, la cigarette électronique. Ça, c'est un outil de réduction des risques. À la base, elle a été faite pour ça. Donc, en fait, on vient réduire le risque du tabac, qui lui est très nocif en termes de toxicité. C'est vraiment terrible puisque la combustion amène justement toutes ces problématiques qu'on connaît très bien. Et donc, la cigarette électronique, elle reste moins dangereuse que le tabac. Je suis d'accord, pour certains, vous allez vous dire, bah, on ne sait pas encore, il n'y a pas beaucoup d'études là-dessus. À la base, ce n'est pas un usage à long terme, c'est un usage à court terme. On est censé pouvoir s'en passer assez rapidement normalement, puisqu'il doit y avoir un accompagnement autour. Aujourd'hui,
je vous l'accorde, la pratique est un peu déviée, mais en tout cas, à la base, c'était ça. Et donc, à court terme, les risques sont moindres par rapport à une consommation de tabac classique sous format cigarette. Voilà un petit peu, voilà, ça peut aller donc jusqu'à autre chose. Est-ce que vous voyez un autre outil de réduction des risques? Est-ce que quelqu'un ici, ça parle à quelqu'un et vous voyez, ça peut aller jusqu'où? Vous qui travaillez avec des publics, des fois, qui peuvent être en situation de précarité. Est-ce que dans le chat, vous pouvez nommer si vous pensez à un outil, par exemple? Je sais pas, bon, Ouais, pour j'attends le pas. moment, il n'y a pas de réaction dans le Non, chat. hein. Ouais. Bon, Alors, je vois ça, bon, salle de shoot. oui, alors ça, c'est un peu le terme qu'on entend partout, le sac de shoot. En réalité, ça s'appelle salle d'injection à moindre risque, pardon. Salle d'injection à moindre risque. Oui, Angélique, c'est bel et bien ça. Très bien, je vois Émilie aussi, ça réagit. Bon, bah c'est bien. Du coup, salle de shoot, donc salle d'injection à moindre risque. Oui, on les retrouve dans des carudes. J'en parlerai tout à l'heure. Donc voilà. Mais ça, c'est effectivement le principe de réduction des risques. C'est très bien. Consommer de l'eau quand on boit de l'alcool. Oui, c'est un conseil de réduction des risques. On va facilement conseiller un verre d'alcool, un verre d'eau. Parce que quand on boit un verre d'alcool, si on image, pas très scientifique ce que je veux dire, mais en gros, on perd un verre d'eau. On perd de l'hydratation, enfin, on se déshydrate. Et donc, moi, je dis souvent aux jeunes, euh, je sais qu'ils vont aller expérimenter. Donc, je vais leur dire, bon, l'idéal, c'est de ne pas y aller. Si vous y allez, essayez de faire en soirée un verre d'eau, un verre d'alcool. Mais ça, je dis jeune, c'est pareil pour les adultes, parce que ça va permettre de faciliter l'hydratation et donc la récupération du corps le lendemain euh, de la consommation. C'est les maux de tête, etc. Souvent, bah voilà, c'est la déshydratation. Et ensuite, ça va permettre aussi de remplir l'estomac, d'avoir un verre à la main. Donc, on a le comportement, vous savez, le fameux verre à la main quand on discute avec quelqu'un et tout ça. On l'aura, ça sera de l'eau, mais on l'aura du coup. Et puis, donc, ça va un peu distancer les prises d'alcool. Et puis aussi, ça va remplir l'estomac. Enfin, voilà, on va être un peu vite, plus dans l'envie de consommer, de boire, en fait, puisqu'on sera un peu rassasié, on va dire, plus rapidement ce qui n'arrive pas à tout le monde, mais en général, ça peut aider. C'est un bon conseil de réduction des risques. Donc les salles de shoot, pour ceux qui ne savent pas, je ne me suis pas très bien exprimée là-dessus, c'est des salles où on va accompagner, alors c'est des personnes qui sont dans la consommation, hein. On ne va pas proposer du produit, pas du tout, elles arrivent avec un produit, elles sont amenées à de toute façon elles vont le consommer et donc elles vont être accueillies dans un espace qui leur sont dédiés, dans la discrétion, dans quelque chose où on protège aussi l'environnement extérieur, avec du matériel stérile, des conseils de pratique pour éviter de s'abîmer encore plus et une première porte d'entrée dans des échanges et des propositions aussi comme de l'alimentation, un espace pour se doucher, euh, voilà, pour discuter. Et des fois, c'est un premier pas vers l'orientation du soin. Est-ce que proposer la consommation de CBD peut être un exemple? Tout à fait. Ça peut être un très bon exemple. Quand vous avez des personnes qui consomment du cannabis et qui sont là-dedans et que vous voyez que c'est assez problématique pour elles, qu'elles sont dans l'envie de pouvoir voir autre chose, de pouvoir changer ou travailler sur ça, ça peut être une orientation. Il y a le CBD, il y a aussi plein d'autres éléments. Si par exemple la personne, elle vous dit que ça l'aide à s'endormir, déjà, c'est intéressant qu'elle dise ça parce que du coup, on peut aller voir parce que vous avez du mal à dormir et ça peut être lié à un stress, une anxiété. Du coup, là, le travail il peut être axé sur ça. Le CBD est un produit qui peut aider à se détendre, voilà, à proposer une alternative à ça, justement, bah, au sommeil, ça peut être intéressant. Mais il y a aussi plein d'autres plantes. Il y a des pharmacies vertes un peu partout aujourd'hui qui proposent des choses qui permettent aussi de s'apaiser, s'endormir. Souvent, on pense CBD, mais ce n'est pas forcément le seul élément qu'on peut proposer. Parce que ce qu'il y a, c'est que quand on a des consommateurs de cannabis avec des forts taux de THC, quand ils vont passer du joint à du CBD, enfin juste du CBD avec plus du coup de THC, enfin en tout cas le dosage réglementaire, euh, ils vont pas sentir grand-chose. Souvent, on va entendre ça, ça fait rien du tout et ça coûte cher. Ça peut se comprendre quand on est dans une consommation où THC a pris le dessus et donc on ne ressent plus les effets du CBD. Ça peut, ça peut faire l'inverse pour quelqu'un qui a une petite consommation ou qui juste a tenté l'arrêt, a été abstinent longtemps et là va repartir sur du CBD. Là, il va ressentir les effets plus forts probablement. Mais voilà, c'est un des tips qu'on peut faire en termes de réduction des risques. C'est très bien. Euh,
Voilà. Déjà, c'est pas mal. Vous avez pas mal d'informations. Vous en connaissez déjà. Alors, ah ben, voilà, c'est pour ça que je vous demandais avant, parce que je mettais la slide après qui donnait la réponse. Donc, je vous avais parlé des préservatifs en discothèque, parce qu'on n'y pense pas forcément, mais c'en est. Les éthylotests, hein, c'est aussi de la réduction des risques. Et donc, ça a vraiment souci à responsabiliser l'utilisateur. Vous avez des phrases un peu de réduction des risques qui se déclinent par niveau. Donc, le mieux, c'est de ne pas consommer d'alcool si vous décidez de conduire. Malgré tout, il décide de consommer. Bon, et ben, si vous avez décidé de consommer, c'est mieux d'en prendre qu'un verre et en prend plus. Alors, espacez vos consommations et utilisez un éthylot avant de repartir. Pas d'éthylot, il vaut mieux dormir sur place. Des phrases basiques, là, je suis vraiment allée sur du simple. Et ben, ça, c'est de la réduction des risques déjà. Du coup, ça peut aller encore plus loin en fonction des produits. Ça, je vous l'ai mis parce que je sais que vous avez le webinaire après en termes de support, donc ça peut être intéressant à lire, puisque quand même, pour ceux qui aiment bien avoir quelque chose de concret, ça se porte sur une loi qui encadre bien sûr la réduction des risques, qui a été modernisée donc en 2016 et qui, oh là, j'ai fait une petite fausse, non, c'est vise à prévenir les dommages, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'information et l'orientation, la distribution de matériel de santé. Euh, L'analyse aussi et la veille de l'information à destination des pouvoirs publics sur la composition et les usages en matière de transformation et de substances consommées. Donc, il y a aussi des tests et des analyses sur ce qui circule. Et donc, ça s'applique également sur les personnes détenues, je vous le dis, en milieu carcéral. Je travaillais en milieu carcéral auparavant. Je suis toujours très liée à ce milieu-là, mais dans d'autres interventions aujourd'hui, plus de l'ordre de la prévention, moins du soin. Et par exemple, moi, je distribuais des tonkards, donc c'est des petites feuilles de carton qui permettent de faire filtre en fait pour quand les personnes consommaient notamment du cannabis et qui découpaient des paquets de choc à pic avec de l'encre hyper toxique et un carton industriel. Donc c'était encore plus nocif. Et bien là, voilà, ça pouvait commencer à être un premier pied dans une prise de conscience de sa consommation. Et bien souvent, ça amenait beaucoup de discussions et d'échanges à la suite. Voilà, c'est un exemple. Mais c'est pour vous dire que personne n'est exclu de ces pratiques de réduction des risques. Est-ce qu'il y a des questions sur la réduction des risques déjà? Euh, Si jamais, vous n'hésitez pas. Je passe à la suite. Les compétences psychosociales. Alors, c'est un gros terme qui peut faire peur et pourtant c'est ce sur quoi vous travaillez au quotidien, c'est ce sur quoi vous avez un pouvoir d'agir et que vous allez un peu plus, peut-être, déjà pour certains en plus, vous avez peut-être été formé ou initié à ça. Ce sont tout simplement les capacités d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. C'est les fameux plus, les facteurs de protection. Ils sont là en fait. Ceux qu'on a vus sur le triangle avec l'estime de soi, l'image de soi, la relation avec les autres, ça, c'est des compétences psychosociales. C'est sur ça qu'on vient bosser, notamment chez les jeunes, quand on vient travailler dans les collèges, on commence dès la grande section. Donc maternelle, primaire, collège, lycée, on vient bosser sur ça. On vient associer des compétences psychosociales avec des notions de produit. Et l'idée, c'est de faire en sorte que la personne, elle soit en capacité de maintenir un état de bien-être mental en adoptant des comportements appropriés et positifs en lien avec ses relations et l'environnement. Pour y voir plus clair, vous avez un petit schéma qui peut faire peur, mais prenez le temps de vous poser dessus. Concrètement, c'est la même chose. Le jaune et le vert, c'est juste deux formats différents parce que il a été réactualisé en 2018 enfin en 2001, pardon, et en 93. Donc en 93, c'est la partie jaune. C'est donc à vous de voir lequel vous parle le plus, hein. La partie jaune, donc on a les 10 compétences qui sont identifiées comme étant travaillées, en fait, à travailler pour renforcer les personnes et faire de la prévention. Et en fait, elles ont été vues en 2001 différemment sous format de bulles de compétences sociales, cognitives et émotionnelles, et dans laquelle s'inscrivent la même chose qu'il y a marqué juste avant. Nous, ce qu'on va travailler, alors, toutes les compétences sont atteintes et à travailler en fonction de chacun, et la consommation, il n'y en a pas une qui se ressemble. Mais quand même, je dois vous dire que, et je pense que vous allez
faire du lien aussi avec ce que vous avez connu sur le terrain ou ce que vous rencontrez. Ce qui ressort quand même pas mal en lien avec les consommations, c'est la fameuse compétence émotionnelle. Donc régularisation des émotions, gestion du stress, auto-évaluation et régulation. Ça, c'est quand même pas mal à bosser parce qu'on voit que c'est vraiment ce qui a été vulnérable et qui a mené et qui mène une personne dans la consommation possiblement. Ce que je dis, c'est pas une science exacte, hein, mais c'est ce qu'on retrouve beaucoup et ce que je suis amenée, moi, comme mes collègues, à beaucoup travailler et à questionner. C'est souvent ce qui ressort. Euh, et aussi la communication, être habile dans les relations interpersonnelles. On l'a vraiment beaucoup aussi en termes de... Enfin, il y a un gros travail à faire là-dessus souvent. Ce qui n'empêche que, bien évidemment, vous vous doutez bien que la prise de décision, la pensée critique, c'est un lien aussi. Euh, c'est pareil, la conscience de soi, l'empathie, c'est des choses qui viennent être travaillées, mais voilà, c'est juste les deux compétences qui ressortent beaucoup, c'est les deux que je vous ai nommées tout à l'heure. Et vous, en fait, là où vous avez un rôle, où vous pouvez aussi observer, ça, c'est toujours du plus. Après, vous en faites ce que vous voulez, euh, vous pouvez très bien ne pas y adhérer, mais en tout cas, ça vous permet un peu plus de comprendre la personne, où est-ce qu'elle vient chercher. Ça peut l'aider à voir un peu plus qu'est-ce qu'elle vient compléter et qu'est-ce qu'elle vient chercher derrière la consommation. Vous allez tout de suite le voir de toute façon. Vous avez cette fibre-là de constater que la personne, elle se cache derrière le fait que l'émotion, c'est compliqué à réguler. Du coup, ça peut être un bon point, une bonne accroche pour pouvoir orienter vers du soin ou quelque chose de plus adapté en lien avec sa conso. Je vous ai mis une source en dessous, vous pourrez cliquer, c'est l'explication un peu plus précise de ce que c'est. Euh, Ça, c'est une slide juste pour vous dire que je la propose souvent. Alors là, c'était un document pour des adolescents, mais je trouve que ça concerne tout le monde en fait. La différence entre justement des facteurs de protection qui sont travaillés et à contrario, qu'est-ce que sont les facteurs de risque? Et quand on en remplit plein des facteurs de risque, eh ben, on a des vulnérables qui peut émerger et on peut entrer dans une consommation. Voilà. Donc, on voit l'estime de soi, bah, quelqu'un qui n'a pas une faible estime de soi, ça ne facilite pas. Le sentiment de ne pas avoir de maîtrise sur les événements. La faible performance scolaire, ça pourrait être professionnel aussi. La tendance à prendre des risques, le problème de santé mentale, à contrario, la réussite, la valorisation de la santé. Tous ces éléments-là, ce sont des indicateurs qui vont nous permettre aussi d'évaluer un peu où la personne en est dans son parcours et qu'est-ce qui peut faire que ça, à un moment donné, dévier. J'en ai terminé sur la présentation de ce que c'est la prévention, de ce que c'est le soin. Enfin, voilà. Maintenant, je passais directement aux structures, au réseau d'aide. Mais je trouvais quand même, et c'est essentiel de savoir sur quoi, quelle base on travaille. Ce que vous avez eu comme éléments là, ce sont des éléments qu'on bosse au quotidien dans nos accompagnements. Comme ça, vous savez un peu plus qu'est-ce qu'on y travaille derrière. On fait de l'entretien individuel sur ces bases de compétences psychosociales. On fait de la réduction des risques parce qu'il y a des patients qui sont toujours dans la consommation et pour lesquels ce sera difficile d'arrêter, voire euh, impossible. Et donc, on va travailler au contraire, du coup, la régulation, la maîtrise un peu plus de cette conso. Et aussi, vous l'avez vu, la prévention au sens large, qu'elle soit collectif ou individuelle. Qu'est-ce que c'est? Bah, ouais, ça s'inscrit là-dedans. Donc, maintenant qu'on voit un peu plus comment ça se traduit un accompagnement et un suivi, bah, où est-ce qu'on fait ça en fait? Eh bien, tout simplement, dans 5 SAPA. SAPA, peut-être beaucoup d'entre vous en ont déjà entendu parler, j'imagine. Donc, c'est un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. Ce sont des lieux d'accueil et d'accompagnement pour des personnes qui sont en difficulté avec un produit psychoactif ou un comportement et qu'elles soient dépendantes ou non. C'est important à le dire. Juste en questionnement en lien avec sa pratique, bah, on peut aussi y aller. Et ça concerne, je ne l'ai pas noté, j'aurais dû le noter, bien évidemment aussi l'entourage. Vous pouvez y aller. Enfin, l'entourage est accueilli également, puisque de toute façon, des fois, on est amené même à travailler avec l'entourage dans la situation globale. C'est gratuit, anonyme, sur une base de libre adhésion, de volontariat, sauf pour des orientations de justice, il y a des personnes qui ont des obligations de soins et qui sont amenées à devoir apporter des attestations qui attestent le fait qu'ils soient venus être en accompagnement que ça pas.
Voilà, mais à la base, on est sur de la libre adhésion. Ça permet de faire le point sur les consos, apporter des informations. Comme je vous l'avais dit, ça peut aller jusque de la réduction des risques, euh, des prises en charge, des orientations vers des services partenaires qui sont un peu plus inscrits dans, ça peut aller jusque dans des centres de cure, par exemple, pour des personnes. Ça peut être des hôpitaux de jour, ça peut être différentes pratiques. On y retrouve plein de professionnels différents, des accueillants, des médecins, pharmaciens, psychologues, éducateurs spé, euh, des assistants de service social, chargés de mission. Enfin voilà, vous avez plein d'éléments. C'est très très large. En fait, ça répond à tous les critères du fameux triangle. On a des personnes qui vont bosser sur l'individu, d'autres sur le contexte, d'autres sur le produit, donc la santé. On a tous un pied partout, mais on a tous des racines qui sont propres à nos métiers et propres à nos compétences. Et donc voilà, on se retrouve là-dedans. Et bien souvent, il y a une porte d'entrée par une demande de prise en charge médicale. La porte d'entrée, ça va être le produit et les personnes focalisent là-dessus. Puis en fait, petit à petit, on amène à ouvrir un champ différent, un champ plus large, qui s'ouvre à du coup une prise en charge sociale, psychologique et éducative, euh, plus la réduction des... C'est un travail en réseau, on est constamment en lien avec des partenaires, on n'est pas seul et du coup, les partenaires, ce serait potentiellement vous qui orientez. On peut très bien envisager un travail où l'éducateur ou l'assistant social travaille la réinsertion avec vous en lien avec la consommation, etc. C'est totalement... Enfin, moi, je le faisais quand j'étais encore en XAPA. Voilà, ça m'est arrivé plein de fois de travailler avec des personnes du milieu de l'insertion professionnelle. Euh, voilà, vous avez plein d'éléments de domaines d'action, de modalités d'action. C'est des entretiens individuels, des ateliers collectifs, des tests rapides. Ce que je vous disais, les tests rapides, bah voilà, on en pratique aussi. On appelle ça du repérage, enfin du RPIB, repérage précoce et intervention brève. Voilà, c'est un outil, hein. Et des diagnostics. Il y a du diagnostic bah, voilà, sur les maladies qui peuvent être transmissibles et notamment par des pratiques. Ça, c'est pour le XAPA. Donc, on verra la cartographie après, où est-ce qu'il y en a. Vous avez dans le XAPA est très important, on n'en parle pas assez, des consultations jeunes consommateurs. C'est une antenne, une branche du XAPA. C'est des professionnels qui ont des heures de délégation sur cette antenne-là. Souvent, il y a une porte d'entrée différente au sens propre, hein, une porte d'entrée, vraiment la porte. Elle se trouve à droite ou à gauche de la porte principale quand on peut, quand les locaux s'y prêtent. Et c'est un dispositif qui est destiné vraiment pour les jeunes publics, 12-25 ans, qui sont en questionnement sur leur conso, mais aussi à l'entourage, bien évidemment, famille, professionnels. Et sur rendez-vous, c'est plus rapide. Alors, la réalité de terrain, elle est que dès que ça part, il y a des listes d'attente. Voilà, c'est un fait. Il y a des listes d'attente qui peuvent être plus ou moins longues en fonction des territoires. La CJC, c'est moins long, puisqu'il y a vraiment une mission d'accompagnement rapide qui est proposée pour les jeunes publics. Donc souvent, c'est 2 semaines en moyenne. Voilà, on essaye de faire au mieux. Gratuit, confidentiel, c'est exactement le même format. Voilà, un petit peu. C'est- C'était pour... c'est un élément important à retenir, en tout cas. Est-ce qu'il y a un âge minimum, parce que je voyais tous 25, est-ce que Ouais. les jeunes peuvent venir sans sans un Oui, parent, un oui. adulte dès 12-13 ans ou... Oui, oui, oui. D'accord. L'accueil est totalement ouvert et le jeune peut venir seul sans problème. Ouais. Ouais. C'est soumis au secret médical, secret professionnel. Par contre, s'il y a une mise en danger ou une information préoccupante, bien évidemment, là, enfin, ça reste censé, hein, du coup, il y aura des informations qui peuvent être transmises. Mais normalement, voilà, si juste l'enfant, le jeune, enfin, je dis l'enfant, mais le jeune se questionne eh bien, et qu'il a 13 ans et qu'il vient tout seul, c'est OK, il n'y a pas de souci. Il est accueilli par des professionnels et ça reste confidentiel. Pour les tests rapides, Émilie, est-ce que c'est les tests, les petits quiz que je parlais, là, le test de Fagerström et tout ça? Ou les tests, est-ce que j'en suis où dans mon alcoolisme, enfin voilà, l'alcool et moi, ou jeux vidéo? Oui, d'accord. Eh bien, oui, il y a un endroit où on peut se les procurer. Par exemple, Addiction France, sur notre site, il y a les tests qui sont proposés. Vous les retrouvez aussi sur des sites officiels comme Santé publique France.
Vous tapez juste euh, test cigarette, enfin test tabac, test jeux vidéo, addiction, voilà. Et en fait, vous allez retrouver plusieurs formats sur des sites officiels. Il faut aller sur des sites officiels. Addiction France, il y en a déjà pas mal, mais il y a aussi d'autres sites santé publique. Et vous inquiétez pas, je vous ai mis de toute façon plein de liens ressources où vous allez trouver tout ça également. Il y a vraiment plein de choses. J'avance justement, ça va répondre à ça. Le CARUD, de rien. Le CARUD, on en a parlé tout à l'heure, centre de réduction des risques en fait. Donc centre d'accueil et d'accompagnement à réduction des risques pour les usagers de drogue. C'est souvent un centre d'accueil pour beaucoup de personnes en situation de précarité qui s'adresse donc à des personnes qui n'ont pas forcément engagé de démarche dans du soin, comme je vous le disais, et qui sont exposées à des risques majeurs. On va aussi bien faire un accueil social que une première entrée dans le soin, que juste un accompagnement sur de la réinsertion. Et on est vraiment sur, on conscientise le fait qu'on sait que la personne, elle est dans la consommation et on l'accompagne à réduire les risques et à, voilà, avoir une première étape de réflexion là-dedans. Le CARUD, c'est pareil, je vous ai mis des informations sur comment il se met en charge, etc. Il se met en place, pardon. Donc, je vous inviterai à le regarder si ça vous intéresse et si un jour vous êtes amené à orienter vers du CARUD. Je passe à la suite. La médecine de ville, et je pourrais mettre slash médecine du travail, professionnels de santé qui sont souvent en première ligne pour repérer des personnes avec des conduites addictives et intervenir. Je vous ai dit qu'il y a des listes d'attente en XAPA. Des fois, quand la personne est prête à aborder le changement, à se prendre en charge, eh bien, ça peut être un frein. Et donc, ça peut favoriser justement cette entrée en matière de soins. Bah, voilà, en attente de, le médecin de ville peut être très pertinent et on n'y pense pas forcément. Et voilà, c'est déjà une première porte d'entrée, il faut bien y penser. Médecin du travail également. Pour la cartographie, je vous ai mis donc un lien sur le site de l'ASRAE. L'ASRAE, c'est une structure régionale d'appui et d'expertise en addictologie. Vous aurez donc sur ce lien toutes les structures qui sont cartographiées ou en listing ou en carte, comme ça, si vous êtes plus visuel. Pour ceux qui se... Donc là, du coup, moi, je vous le donne parce que je sais qu'il y en a qui viennent pas forcément que de Nantes. Donc c'est pour ça que j'ai pas forcément fait un listing Nantes, il y a telle antenne, telle antenne. Parce que là, vous avez tout de répertorié dedans. C'est hyper simple en accessibilité. Euh, Quand même, à l'oral, je vous dis juste, Addiction France, nous, on a un XAPA qui se trouve dans le 85 à La Roche-sur-Yon. Sinon, les XAPA qui sont dans les Pays de la Loire, alors je ne sais pas pour mes collègues du 49, 72 et 53, je suis navrée, j'étais pas de cette région-là auparavant. Par contre, pour le 44, je sais que les associations qui ont des XAPA, ce sont Opélia avec le Triangle, le XAPA de Nantes, et la Rose des Vents, ouais, la Rose des Vents à Saint-Nazaire. Et sinon, c'est les Absiades. C'est une autre association qui se trouve sur le territoire du 44 et qui a des antennes, différentes antennes dans le nord et dans le sud de Nantes, mais également à Pornic, à Saint-Nazaire. Enfin voilà, il y a vraiment des antennes un peu partout qui partagent le territoire et ça permet d'avoir un accompagnement plus près de chez soi. Donc, voilà, pour les XAPA. Déjà, ce que j'ai en tête. Maintenant, les autres départements, je suis navrée, je connais pas assez le département de la Loire, enfin, la région. Voilà. En tout cas, je vous invite à y aller sur ce site. Ça vous permettra d'avoir les éléments de réponse. Ah bah voilà, je vous ai fait la liste. Bah vous voyez, voilà. Et puis bien sûr, le CHU, hein, on a aussi un XAPA, il y a aussi un XAPA relié à le corps hospitalier. Donc voilà, c'est sous format de liste, vous verrez, c'est très simple, avec les coordonnées et les adresses. Vous ne pouvez pas prendre rendez-vous pour une personne. Ça ne marchera pas. Il nous faut l'accord de la personne, il faut l'entendre. Il faut que nous, derrière le téléphone, on puisse entendre la volonté de la personne à être suivie et pris en charge. C'était petite aparté parce qu'en fait, souvent, nous, on reçoit des appels de professionnels qui prennent des rendez-vous pour les personnes suivies. Ça ne fonctionnera pas. On ne peut pas. Il faut que ça soit sur un principe de libre adhésion et c'est très important d'avoir cette étape-là dans la, c'est une première démarche dans le soin et l'accompagnement, que la personne appelle d'elle-même ou se rende sur place. Ce qui ne vous empêche pas de l'accompagner ou d'être à proximité d'elle. Au contraire.
Pour les sites ressources, vous avez une page ressources ici avec plein d'éléments. J'ai essayé de vous les répertorier par catégorie. Pour Addiction France, j'ai carrément mis le nom puisque vous avez différents éléments dedans. Vous avez le site web. Oui, appeler avec elle, vous pouvez, hein. Oui, oui, Armel, il n'y a pas de souci. Vous pouvez appeler avec elle, mais il faut qu'on entende la personne derrière que ce soit elle qui en soi, elle soit la personne qui parle le plus, qui demande, qui nomme les choses. Mais bien sûr que vous pouvez être avec elle, vous êtes un réel soutien pour ce genre de choses aussi. On est bien conscient de ça. C'est vous qui avez ce lien proche avec la personne, à tel point qu'on est à un stade où possiblement elle peut appeler avec vous. C'est quand même que vous êtes un élément protecteur et qui renforce aussi ces envies-là. Donc, c'est très important. Euh, et c'est pour ça qu'on peut être amené à travailler avec vous aussi. Addiction France, vous avez le site web, des flash infos très intéressants sur l'actualité et les consommations. Des informations, quand je mets site web, c'est les infos sur plein de produits et notamment les tests dont je parlais tout à l'heure, vous les avez. Vous en avez pas mal déjà. Des XAPA et des CJC. Alors, sur les Pays de la Loire, c'est particulier, on n'en a qu'un XAPA, je vous l'ai dit, mais ailleurs, dans d'autres régions, on en a beaucoup plus, on est beaucoup plus présent. Donc, c'est une particularité des Pays de la Loire. Les APSAD et Opélia, pardon, eux ont XAPA et CJC dans les Pays de la Loire. C'est pour ça que je vous les ai nommés. Je sais que dans d'autres départements, il y a d'autres aussi associations. Euh, En ce qui concerne l'information sur les sites d'information officiels, drogue et drogue info service, vous y retrouverez plein d'éléments de compréhension factuels et puis qui vont à l'essentiel. Je vous conseille également le site MAD Digital que j'ai mis en troisième position. MAD Digital, vous avez des tests et vous avez plein d'éléments. C'est plutôt pertinent et le site est bien construit. Le village des addictions est aussi intéressant, notamment pour les personnes qui consomment. C'est un site qui est plutôt assez destiné à ce type de personnes. Et vous avez vu en noir Addiction Suisse par an. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? En fait, je trouve qu'il est très pertinent ce site-là. Vous tapez Addiction Suisse et vous allez dans la catégorie parents. Je n'ai pas mis le lien parce que c'est une adresse HPTTS suisse, enfin, c'est énorme, donc je me suis dit c'est dommage. Vous allez le trouver facilement. Et en fait, ils ont des petites documentation où on voit l'information du produit et des tips sur comment on fait quand on a repéré, etc. C'est certes marqué à destination des parents, mais je trouve qu'avec du recul, on peut totalement l'adapter, peu importe qu'on soit parent ou professionnel ou proche. Et donc, je vous le mets quand même. Allez y jeter un œil. C'est pas mal du tout. Ça donne pas mal de conseils et c'est précis, quoi. Pour les adolescents, je suis consciente que vous accompagnez beaucoup d'adultes, mais des fois, il y a aussi probablement des jeunes adultes. Et pour ça, adolescents, c'est plutôt large, hein, vous avez vu jusqu'à 25 ans pour les CJC. On a les maisons des adolescents qui sont là pour accueillir aussi ces questionnements-là, en plus des XAPA et CJC, mais à aspect plus large, du coup, pas que les addictos, toute autre difficulté ou questionnement qui peut mettre la personne en difficulté. L'école des parents et des éducateurs, parce que je vous l'ai mis parce qu'il y a un point écoute parents, mais surtout il y a un point écoute pardon, jeune et un point accueil avec une ligne téléphonique adaptée pareil, à la ville où vous habitez, qui vous permet d'avoir au bout du fil un psychologue de manière gratuite et confidentielle. Et sur tout type de sujet. Milieu professionnel. Alors là, c'est plutôt à destination de vous en tant que professionnel. Vous avez les addictions sur le site Addicted Pro. Vous avez plein de fiches pratiques sur euh, moi en tant que professionnel, je fais quoi avec ça? C'est quoi les risques? Comment l'expliquer? Et ça va jusqu'à l'accompagnement des entreprises avec des informations sur le DUERP, par exemple, document unique, et bien comment l'importance de mettre en place quelque chose de l'ordre de l'accompagnement d'addicto ou un process de repérage des risques, et bien tout ça, ça vous est expliqué sur des fiches thématiques et outils qui prennent 5 minutes à lire. Et le site est très clair, vous ne perdrez pas de temps sur ce que vous cherchez, vous allez le trouver directement. Donc voilà, bien sûr, l'INRS, c'est la santé et sécurité au travail. Ils ont bien évidemment plein de documentation également sur cette thématique qui peuvent être pertinentes en lien avec votre métier. Et enfin, pour les CPS, pour y voir plus clair, c'est pas possible de vous l'expliquer comme ça en 5 minutes, hein, ça nécessite même des fois des formations. Moi, on fait des formations. Eh bien, je vous l'ai quand même mis en lien avec l'IREPS et notamment leur site, le cartable des CPS, qui n'était pas accessible le jour où j'ai voulu mettre le lien. Donc, peut-être ça s'est réparé, mais
En tout cas, l'IREPS, ils ont une page d'information sur qu'est-ce que c'est, un peu plus comprendre et comment on le met en place au quotidien. Parce que ça se traduit à travers plein d'activités. C'est très facile à mettre en place. Si vous faites du collectif, vous pouvez utiliser les CPS pour pouvoir faire de la prévention et aller vers des actions pertinentes. En tout cas, je vous invite vraiment à aller voir, vous y verrez plus clair. Ça, c'est pour tout ce que j'ai trouvé d'intéressant pour vous. J'ai essayé de faire le lien. J'espère que ça suffira. En tout cas, prenez le temps, voilà, c'est pas dans l'urgence. Prenez le temps de vous poser, allez voir un petit peu ces différentes ressources. Voyez-y ou pas, en tout cas, de l'intérêt. Reliez ça avec votre pratique et puis vous n'hésitez pas, s'il y a des questions, à me... Eh ben, voilà, j'avais dit qu'on aurait plus de temps. Il est déjà 11h57. Euh, Est-ce que vous avez des, enfin voilà, on a terminé, on a clôturé un peu ce webinaire sur les ressources, sur les partenaires. Vous expliquez, j'ai essayé d'expliquer le fond et la forme du coup. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Moi, je voulais vous poser une question, Madame Raison. Je me souviens dans les temps de préparation des webinaires, vous aviez évoqué que vous pouvez intervenir actuellement sur des SIAE, des chantiers d'insertion. Quel type d'accompagnement vous faites justement? Est-ce que vous avez parlé des tests de consommation? Est-ce que vous allez sensibiliser les équipes à ça ou les salariés directement en insertion sur cette thématique-là? Comment vous intervenez? Oui, tout à fait. En fait, donc pour ceux qui n'ont pas vu le premier webinaire, je travaille en service de prévention. Je suis éducatrice, enfin chargée de prévention, éducatrice spécialisée chargée de prévention. Et donc, en fait, on intervient sur plein de territoires différents, et notamment effectivement sur le milieu de l'insertion. En ce moment, on fait pas mal de chantiers d'insertion dans un dispositif qui s'appelle Convergence. Et donc, en fait, on va intervenir, comme je vous l'ai dit, sur plusieurs séances. Effectivement, on en a 5 au total d'accompagnement des professionnels, où on va passer aussi bien une séance sur les aspects cadres et réglementation qui sont essentiels et nécessaires à aller creuser. On va aller voir un peu comment c'est pris en charge dans la structure, qu'est-ce qui met en difficulté, qu'est-ce qu'on peut créer comme processus, comment on peut accompagner différemment. On va aller sur l'aspect préventif. Aujourd'hui, comment vous faites du lien entre l'environnement de travail et la prévention? Est-ce qu'il y a des espaces dédiés à la consommation? Est-ce qu'il y a des informations? Il y a la santé, etc. Enfin, on va aller un peu creuser aussi cet aspect-là. Et la troisième chose qu'on va aller voir, c'est l'accompagnement et l'orientation, tout ce qui va être pris en charge, pardon. Donc là, on va aller voir effectivement, est-ce que le professionnel sait comment avoir des informations sur les produits, etc. aussi, mais sait comment rentrer en lien avec la personne, en entretien individuel, comment on reprend les choses, et comment on fait pour orienter. Et la porte d'entrée, ça peut être quoi? Bah, ça peut être un test. Le test ne diagnostique pas l'addiction. Le test que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est un support qui permet d'aborder la consommation et qui, des fois, fait tilt pour la personne en face qui se dit, finalement, il y a peut-être quelque chose qui pourrait être fait parce que je ne pensais pas que c'était aussi loin dans ma conso. C'est des questions qui peuvent être support d'échange aussi. Pas besoin d'attendre les résultats. Des fois, les questions vont suffire à émerger des choses. Voilà pourquoi je vous parlais du test tout à l'heure. Mais il n'y a pas que ça. On va aussi former les professionnels à mener sur le terrain des activités en lien avec les CPS enfin les CPS, donc les compétences psychosociales, et la prévention des addictions, pour pouvoir faire en sorte que finalement, ça soit un transfert de compétences pour nous. On essaye de faire en sorte que les professionnels sur le terrain soient en toute autonomie capables de pouvoir mener des actions à long terme. Au début, pas autonomes, bien sûr, on les accompagne, mais au fur et à mesure, l'idée, c'est que ça génère une prise en charge, en fait, une prévention qui soit inscrite dans le temps et qui ne mette pas en difficulté les professionnels. Voilà un peu comment on intervient. Ensuite, après, on a des axes d'intervention auprès des salariés en insertion. Mais d'abord, on passe par un accompagnement des professionnels. Ça ne sert à rien d'aller sur le terrain, débiter des informations pour les personnes qui travaillent, alors que derrière, au niveau des équipes, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de réglementation, de choses qui sont mises en place. On vient renforcer ça et ensuite on décline. Merci beaucoup, Émilie. Ok. Alors, il est midi une. S'il y a une Ouais. toute dernière question, c'est le moment de la poser. Et puis après, on va pouvoir se quitter.
pour cette thématique. On n'a pas trop. Moi, le webinaire faisait référence aussi à deux aspects. La notion, effectivement, on l'avait évoqué sur le premier webinaire, la notion de plaisir. Et donc, dans la réduction des risques, est-ce que varier les sources de plaisir, c'est une manière justement de réduire les risques? Et puis, on n'a pas trop évoqué la question des médicaments. Est-ce que les médicaments peuvent être considérés aussi comme des addictions? Les psychotropes, on dit qu'en France, on est des recordman de Ouais. consommateurs aussi. Ouais. Oui, oui, les médicaments peuvent être déviés de leur utilisation. Il suffit de juste ne pas respecter les dosages également et ça peut induire malheureusement des consommations qui vont tomber dans de la dépendance parce que normalement c'est censé être accompagné thérapeutiquement parlant. Enfin voilà, il y a un suivi au quotidien. On ne donne pas même les traitements de substitution. On les donne pas comme ça, comme voilà, je sais pas, comme un courrier. C'est vraiment accompagné d'un suivi qui est pluriprofessionnel. Et des fois, malheureusement, bah, la personne, elle prend l'ordonnance et elle va prendre le médicament. Et il suffit qu'un jour, ça soit moins bon et elle en prend plus, etc. Ça peut dévier. Après, il y a plein de choses différentes. Là, je parle d'une situation, il y en a plein de différentes. Mais les médicaments, oui, sont considérés dans des produits psychoactifs, sont considérés comme des drogues. Et pour la question du plaisir, oui, varier les plaisirs, ce sont des conseils de réduction des risques. Je Mhm. travaille beaucoup avec des sportifs, leur dire de varier les plaisirs du sport, aller ou alors tester d'autres pratiques sportives pour pouvoir varier un peu l'intensité, la pratique, mais aussi aller voir à l'extérieur du monde sportif comment est-ce qu'on peut se procurer du plaisir, parce qu'en fait, cette pratique du sport intensif, des fois, elle répond uniquement, il n'y a que elle qui répond à cette notion de plaisir et de bien-être. Et c'est là que, du coup, il y a un problème. C'est là que ça peut potentiellement dévier. Mm. Ok, alors je vois pas d'autres questions dans le chat. Bah écoutez, merci à vous, Madame Raison, pour ces éléments complémentaires donc au premier webinaire sur la question donc, des lieux ressources et des ressources d'une manière globale sur la question des addictions. Et puis merci à vous de votre participation à ces webinaires. Donc, comme habituellement, on vous envoie un formulaire d'évaluation et puis le support, et vous retrouverez le replay sur notre site internet. Merci à vous. Merci beaucoup de votre participation et puis bonne journée à vous. Ouais, bonne journée à vous.